Eh bien, alors on va passer tranquillement aux successions, avec un premier arrêt qui est un arrêt, j'allais dire un petit arrêt, enfin, mais qui néanmoins mérite qu'on y prête quelque attention. Il s'agit d'un arrêt qui a été rendu le 20 novembre 2019 sur l'application de l'article 815-5-1 du Code civil. Vous savez, c'est ce fameux article qui est issu de la loi du 12 mai 2009 et qui a été salué par une doctrine quasiment enthousiaste, aussi le notariat l'avait demandé, qui allait enfin permettre à certains indivisaires de vendre un bien indivis contre le gré d'un des leurs, malgré l'opposition d'un de leurs consorts qui bloquait toutes les opérations. Alors vous savez que c'est un texte qui permet la vente d'un bien indivis à la majorité des 2/3. Bon. Alors, je vous rappelle brièvement comment les choses se passent. Bon, d'abord, il faut que les indivisaires qui souhaitent vendre aient la majorité des 2/3, mais évidemment, pas des 2/3, des 2/3 des voix. Il faut qu'ils aient les 2/3 des droits. Hein. Ce n'est pas les 2/3 des indivisaires. C'est les indivisaires qui détiennent les 2/3 des droits dans l'indivision. Donc si vous avez deux enfants et l'un qui est légataire universel, celui qui est légataire universel, il a les 2/3. La QD d'un tiers et sa réserve d'un tiers. Bien. Alors, cela étant dit, comment les choses se passent? Première étape, une déclaration devant un notaire. On fait une déclaration d'intention d'aliéner. Nous voudrions, nous qui représentons la majorité des 2/3, aliéner tel immeuble. Ensuite, signification dans le mois de la déclaration. Et à côté de la signification, s'ouvre un délai de 3 mois. Un délai de 3 mois durant lequel les co-indivisaires peuvent s'opposer à la vente. Ou l'accepter. Ou ne rien dire. S'ils acceptent, tout va bien. Mais s'ils s'y opposent ou s'ils ne disent rien, là ici, hein, le silence vaut refus. Bon. Ou s'ils ne disent rien, eh bien, il est possible de demander au juge l'autorisation de vendre. Et si le juge accueille la demande, le bien est licité. Et donc, bon, alors, Maître Sago reprendra cela, c'est ce qui explique probablement le peu de succès de ce texte. C'est que finalement, ça ne permet pas de dire on a trouvé un acquéreur, c'est formidable, il y a un petit tiers là récalcitrant, on va passer au... Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut demander au juge, et puis il va ordonner la licitation. Bon, alors évidemment, le tiers pressenti, on pourra lui dire de ne pas vouloir à l'amiable, on n'a qu'à au porter adjudicataire. C'est pas compliqué quand même. Bon. Toujours est-il que c'est si je puis dire, la procédure mise en œuvre. Alors, que va dire la Cour de cassation dans cet arrêt? Elle va dire deux choses. La première chose, et ça pourra satisfaire les notaires, c'est qu'au fond, le délai d'un mois dans lequel la déclaration d'intention d'aliéner doit être signifiée n'est assortie d'aucune sanction. Donc, autrement dit, il n'y a pas de caducité de la déclaration d'intention d'aliéner au bout d'un mois. La signification peut avoir lieu 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après. En revanche, ce qui est très important et qui doit évidemment être respecté, c'est les 3 mois accordés évidemment aux co-indivisaires, aux consorts, pour s'y opposer. Bon, c'est le premier rapport de l'arrêt. Hein. C'est assez rare de voir des dispositions qui vous disent ceci, mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu, que le dépassement du délai d'un mois, etc., était indifférent, dès lors que ce délai n'est assorti d'aucune sanction. Et quand même assez singulier que la loi donne un délai en disant vous avez un mois, monsieur, vous ne respectez pas le mois, c'est pas grave, vous pourrez continuer après. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la Cour de cassation. Hein. Et puis, la seconde chose qu'elle dit, mais cela on s'en doutait, c'est que le juge du fond apprécie souverainement si l'aliénation projetée, si cette aliénation porte ou non une atteinte excessive aux droits des indivisaires récalcitrants. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça je pense que vous le savez, le juge n'est pas tenu, on lui demande l'autorisation de vendre, pas tenu de dire oui. Et la loi lui impose de dire oui qu'après avoir vérifié qu'il n'y a pas une atteinte excessive aux intérêts des consorts ou des co-indivisaires récalcitrants. Eh bien ici, on en sait
à peu près rien, sauf que la Cour d'appel avait souverainement jugé que le récalcitrant ne démontrait pas que l'aliénation de ce bien portait une atteinte excessive à ses droits. Et ici, quand même, ce qu'avait relevé la Cour d'appel, ce qui n'est pas indifférent, c'est que l'immeuble était inoccupé. Voilà, c'est un élément qui permettait de dire c'est inoccupé, après tout, on ne voit pas très bien quels droits fondamentaux ça pourrait porter atteinte, quels droits essentiels ça pourrait porter atteinte. Hein. Voilà, bon. On pourrait imaginer que si un indivisaire occupe le bien, eh bien là, ce serait une atteinte excessive à ses droits d'indivisaire que d'en donner la licitation, pour autant qu'il établirait que c'est un logement, et un logement effectif, si je puis dire. Hein. D'une part, je crois qu'il faut voir dans la solution de la Cour de cassation une faveur qu'elle a pour le dispositif, en n'apportant pas de sanction finalement à l'écoulement de ce délai d'un mois et en permettant que cela se fasse a posteriori. Alors, faveur peut-être de la Cour de cassation, mais c'est vrai que je pense que vous en faites le même constat que moi. Dans la pratique, alors même qu'on était demandeur d'un dispositif qui permette de passer outre la règle de l'unanimité pour fluidifier finalement ces sessions, surtout quand elles sont envisagées de gré à gré, on dresse assez peu d'actes sur le fondement de ce nouveau dispositif, un nouveau qui est maintenant une dizaine d'années. Donc l'insuccès, on peut l'expliquer par le fait qu'on aboutisse, ça a été dit, à une licitation, ce qui n'est sûrement pas la voie la plus opportune, et se remettre dans l'aléa que peut présenter cette licitation en se disant que c'est bien la personne qu'on avait trouvée pour une acquisition de gré à gré qui sera l'adjudicataire, on sait bien qu'on va un peu loin de la coupe aux lèvres et que cet aléa peut être une chose totalement répulsive et dissuasive. Aléa également avec quand même cette case de l'interface judiciaire où le juge a le droit finalement de dire que le motif n'était pas suffisant et qu'on va revenir à la case départ. Donc c'est vrai qu'engager nos clients dans une solution qu'on leur propose comme étant normalement une voie quasi, non pas certaine, mais qui permet de passer outre pour se retrouver à la case départ après que des délais aient passé, que des frais aient été engagés, on voit bien qu'on est peut-être finalement dans une étape, c'est ce qu'on peut espérer, une étape intermédiaire, avec peut-être le phénomène de déjudiciarisation, l'espoir qu'on remettra le métier sur l'ouvrage et qu'on peaufinera finalement cette évolution par un acte qui permettra d'aller plus loin que ce que l'on rencontre aujourd'hui, où on a l'impression qu'on est dans une solution finalement qui n'est satisfaisante pour personne, qui prend le postulat d'un assouplissement, mais qui quand même remet dans les mêmes errements qu'on avait avant que la règle n'existe, et qui est assez peu satisfaisante en pratique. Voilà. Alors, l'arrêt numéro 2, je vais être très bref, parce que, au fond, je crois qu'il intéresse peu le notariat et beaucoup les avocats. Cet arrêt est relatif, l'arrêt du 29 janvier 2020, au recel successoral. Mais successoral ou, plus exactement d'ailleurs dans cette affaire, un recel, si je puis dire, communautaire, c'est-à-dire lors de la dissolution du partage de la communauté. Ce que redit la Cour de cassation dans cet arrêt, et qu'elle a déjà dit dans les arrêts précédents, c'est que le recel ne peut pas être caractérisé par le détournement de deniers apparus au cours de l'indivision, ou plus généralement par le détournement de biens apparus au cours de l'indivision. Alors, deniers apparus au cours de l'indivision, de quoi peut-il s'agir? Par exemple, des loyers encaissés, loyer d'un bien indivis, ou encore le prix de la vente d'un bien indivis. Ce sont des deniers qui apparaissent au cours de l'indivision, mais qui n'existaient pas au jour où celle-ci s'est ouverte. Ce sont les fruits du bien commun après la dissolution de la communauté, c'est le prix de vente du bien commun après la dissolution de la communauté, c'est les fruits du bien successoral échu postérieurement au décès, ou le prix de vente de ce même bien, vente intervenue postérieurement au décès. Bon. La Cour de cassation, donc je le répète, juge que le recel ne peut pas porter sur des biens apparus au cours de l'indivision, alors ou post-communautaire ou successorale. Je ne peux que vous livrer cette jurisprudence. Pour ma part, elle me paraît invraisemblable. Le recel est là pour sanctionner ceux qui veulent déséquilibrer le partage en détournant certains éléments. On a du mal à comprendre la différence qui peut exister entre le détournement de deniers laissés par le défunt
si on raisonne sur l'indivision successorale, entre le détournement du prix de vente du bien décidé et opéré par le défunt et le détournement du prix de vente survenu postérieurement au décès. Mais en tout cas, c'est une jurisprudence qui est constante. Elle l'avait été affirmée en 2003 à propos des loyers d'un immeuble appartenant à l'indivision successorale. Elle avait été réitérée en 2008, le 9 janvier 2008, à propos des revenus de biens communs. Donc vous voyez, indivision successorale, indivision post-communautaire. Et bien ici, la Cour de cassation maintient cette jurisprudence à propos d'une indivision post-communautaire dans laquelle l'un des époux avait vendu le fonds de commerce et, si je puis dire, appréhendé et gardé l'argent. Et la Cour de cassation nous dit ceci: la sanction prévue à l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006, mais ça, de ce point de vue-là, ça n'a pas d'importance, n'est pas applicable aux conjoints survivants qui prélèvent des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux. Alors, la motivation, on a du mal à la saisir, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers la seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire. Écoutez, comprenez qui pourra. Hein. Je trouve que ça ne vaut pas la peine de chercher à comprendre, parce qu'on en a le résultat, et le résultat est d'une absurdité qui suffit à le condamner. Je veux dire, je ne peux pas comprendre, je le livre, hein, bon, je ne vois pas ce qu'il y a de plus malhonnête à faire main basse sur les deniers laissés par le défunt, ou à faire main basse sur le produit de la vente d'un bien individu. Mais en tout cas, prenez-en acte, comme vous le savez mieux que quiconque dans les contentieux successoraux ou post-communautaires, l'agressivité est forte, et que le recel est vite mis en avant, par l'un contre l'autre, il faut leur dire que c'est peine perdue, dès lors qu'il s'agit de fonds apparus au cours de l'indivision, et je le répète, fonds apparus au cours de l'indivision, c'est les revenus des biens indivis et le prix de vente des biens indivis. Voilà. Alors attendez, bien entendu, hein, il ne garde pas l'argent. Il va devoir restituer, mais ça évidemment. Et ça, c'est pas la sanction du recel, ça c'est le retour à la normale, si je puis dire. Le propre du recel, c'est dire, tu restitues, et puis comme tu es puni par où tu as péché, dans ce que tu restitues, tu as perdu tes droits. Donc là, ça va, là. Il a raté son coup, c'est pas grave. Autrement dit, si je voulais, en d'autres termes, il n'y a pas de risque, au fond, il n'y a pas de danger, on voit, on essaie de détourner, si on est pris la main dans le sang, on rend, on rend, c'est tout, voilà. Bon, ça valait le coup d'essayer. Bon, je caricature un peu, mais enfin, voilà. Non, c'est juste, pour caricaturer aussi, c'est le filtre finalement magique du mariage qui fait apparaître l'époux comme quelqu'un d'une telle bienveillance qu'il ne peut pas être rattrapé par la sanction du recel. Par contre, attention, s'il commet ça au lendemain du basculement dans une indivision post-communautaire, là, il sera sujet à recel. Bien. Nous avançons ? Oui. Pas de questions ? Bon, alors, l'arrêt numéro 3 est un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, très solennellement. Vous savez, c'est un arrêt il y a une nouvelle motivation des arrêts de la Cour de cassation. Il est cité partout par la Cour de cassation elle-même, qui fait sa propre publicité sur ces arrêts. Alors cet arrêt-là, il a un intérêt, c'est qu'il réaffirme très clairement la distinction entre le rapport des libéralités et le rapport des dettes. Je vous rappelle cette distinction, et vous verrez que la Cour de cassation la formule très clairement. Le rapport des libéralités, vous savez très bien ce que c'est l'institution en vertu de laquelle, lorsqu'un cohéritier qui vient au partage a reçu une donation, il doit en principe, sauf s'il en a été dispensé, restituer à la masse successorale ce qu'il a reçu par donation. C'est donc une institution qui intéresse la composition de la masse partageable. C'est quand vous établissez la composition de la masse, on raisonne sur une succession. Vous avez des biens existants, des biens que le défunt a laissés à sa mort, puis il y a des biens dont il est disposé par donation, ils ne sont plus là, mais on va les remettre dans la masse, alors en valeur en principe. Ça pourrait être parfois en nature, ça peu m'importe. Le rapport des libéralités intéresse la composition de la masse. Bon. Le rapport des dettes, c'est tout autre chose. L'hypothèse est qu'un copartageant, un héritier, est débiteur de la masse. Pourquoi ? Par exemple, parce qu'il devait de l'argent au défunt. Un enfant devait 100 000 euros à son père. Il est évident que la créance qu'avait son père sur lui figure à l'actif de la masse. S'il suffisait que le créancier meure pour être libéré de ses dettes, ça se saurait. Bon. Donc, le rapport des libéralités, c'est pas ça. C'est pas en vertu du... Pardon. Le rapport des dettes ne signifie pas
que la créance qu'avait le défunt sur un successeur va être à l'actif, ça évidemment. Le rapport des dettes, c'est autre chose. Cela intéresse non pas la composition de la masse, mais la composition des lots. C'est une règle de partage au sens strict. C'est la règle suivant laquelle, si l'un des copartageants, l'un des enfants, est débiteur de la masse, eh bien on doit mettre dans son lot la créance que la masse a sur lui. Laquelle créance du même coup va s'éteindre par confusion. Vous comprenez? Elle va s'éteindre par confusion à hauteur de ses droits. Donc si vous avez une personne qui meurt en laissant 2 enfants, un immeuble qui vaut 200, et puis une créance sur l'un de ces 2 enfants égale à 150, 160, eh bien, masse partageable, ça c'est évident, c'est 360, 180 pour chacun des enfants. Mais celui qui doit 160 ne peut pas dire, vraiment, l'immeuble m'intéresse. Non, lui, il prend d'abord la créance que la masse a sur lui. Et elle va s'éteindre par confusion. Vous voyez? C'est ça le rapport des dettes. Mais évidemment, si vous inversez des valeurs, que l'immeuble vaut 160 et que la créance est de 200, bah, non seulement il va être alloti en tout et pour tout de sa créance, il va devoir payer évidemment à son frère le reste de la créance qu'il n'a pas acquitté par la technique du rapport. Donc, ça c'est capital à comprendre. Et ce que nous dit la Cour de cassation dans un motif parfait, en matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue l'opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles, etc., concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Bon. C'est bien clair. Alors, comprenez bien une chose, c'est que les 2 rapports finissent par se rejoindre. Pourquoi? Parce que le rapport d'une libéralité, il se fait en valeur. Donc, il aboutit à quoi? Il aboutit à ce que l'héritier qui doit le rapport doit une somme à la masse. Et par le rapport des dettes qui va prendre le relais du rapport des libéralités, il va être alloti dans le partage de l'indemnité de rapport dont il est redevable. Et là où vous faites la jonction entre le rapport des libéralités et le rapport des dettes en une seule phrase, c'est quand vous dites le rapport des donations se fait en moins prenant. Et que ça veut dire en moins prenant? C'est-à-dire, un, qui se fait en valeur, et 2, que dans le partage, celui qui doit le rapport est alloti de la créance. Donc, il prend moins que les autres sur les biens existants au décès. Il peut même parfois ne rien prendre. Bon. Alors, cette distinction étant faite, il faut en tirer plusieurs conséquences. Première conséquence qui a été tirée par la Cour de cassation, pas dans cet arrêt, c'est que l'article 860 sur l'évaluation de l'indemnité n'a rien à voir avec le rapport des dettes. Ça ne concerne que le rapport des donations. Donc, si un père a donné 1 000 € à son fils, qui s'est acheté un appartement qui vaut 1 500 au partage, le rapport de la libéralité est de 1 500, article 860. Mais si un père a prêté 1 000 € à son fils et que celui-ci a acheté un appartement qui vaut 1 500 au partage, il n'y a pas de rapport de libéralité, c'est un rapport de dette, mais il est débiteur de 1 000. Autrement dit, le mécanisme de réévaluation ne joue pas pour le rapport des dettes, parce que les dettes sont dominées par le principe du nominalisme. D'accord? Bon. Deuxième conséquence, est-ce que le rapport des dettes, des donations peut profiter au légataire universel? Bien sûr que non. Vous savez bien sûr que non. Le légataire universel n'a pas droit au rapport. Est-ce que le légataire universel peut profiter du rapport des dettes? Bien sûr que oui. Si vous avez un légataire universel de la moitié des biens et que la réduction de la moitié des biens est en indivision avec un héritier, il y a un partage, eh bien, si dans la masse partageable, il y a une créance sur le légataire ou sur l'héritier, le rapport des dettes va jouer. Et dernière conséquence, celle que tire l'arrêt du 12 février 2020, c'est que le rapport des libéralités, lui certes, il suppose que les cohéritiers démontrent l'existence de la libéralité. Le rapport des dettes, dit la Cour de cassation, on applique le droit commun de la preuve. Donc, lorsque des héritiers prétendent que l'un des leurs doit une somme à la masse, c'est à eux de prouver la créance de la masse. C'est à eux de prouver le fait générateur de l'obligation. Mais quand l'héritier débiteur prétend qu'il a payé, qu'il a remboursé le défunt, ça c'est à lui de le prouver, conformément au droit commun de la preuve.
ça vous avez dû voir ça, vous souvenez-vous, c'est sur le créancier que pèse la charge de la preuve de son droit de créance, et c'est sur le débiteur que pèse la preuve du paiement. Bon. Et ici, c'est ce que dit la Cour de cassation. Dans cette affaire-là, il y avait un enfant qui disait « Oui, je ne conteste pas, papa m'avait prêté 600 000 euros, mais je l'ai remboursé. » Il faut qu'il le prouve. S'il ne le prouve pas, la créance est supposée exister, et il va donc la régler, mais par un rapport de dette. Voilà l'intérêt de cet arrêt. Hein. Non, juste comme vous l'avez rappelé, c'est un arrêt qui est bien construit, qui était le sujet pour faire ces rappels essentiels du régime qui gouverne le rapport des dettes et des libéralités, et notamment sur le montant auquel cela expose celui qui en était bénéficiaire. Et arrêt plutôt bien rédigé et compréhensible à rebours de celui qu'on va voir maintenant, le quatrième, qui est assez difficilement compréhensible dans la solution que retient la Cour de cassation. Voilà, il nous reste 2 arrêts, on terminera dans les temps à 2 ou 3 minutes près. Rassurez-vous. Alors, le quatrième arrêt, c'est un arrêt prétexte, en réalité, parce je vais vous faire grâce des faits, il est extrêmement compliqué à comprendre. Et puis, des techniques de rédaction des arrêts, maintenant, pour ne pas satisfaire la curiosité d'esprit tordu, on efface tout. Attendez, vous n'avez plus les noms, vous n'avez que des X, Y, B, A, Z, G, F, vous ne savez plus de qui vous parlez, on efface la date de la mort, ce qui pour les successions est extrêmement embêtant, on efface parfois les lieux. Alors ensuite, pour reconstituer l'histoire, c'est un jeu de devinette qui vous prend quelques paires de minutes. Bon, alors passons. Cet arrêt fait application du texte relatif à la date d'évaluation des biens dans le partage. Hein. Alors vous savez que les biens dans un partage sont évalués, suivant l'article 829 du Code civil, à la date la plus proche possible du partage. Bien. Et cette date est aussi dite date de la jouissance divise. Il faut bien comprendre pourquoi. C'est parce que cette date à laquelle vous évaluez les biens, qui est la plus proche possible du partage, est aussi celle à laquelle la division cesse. Il faut bien comprendre ça. Bon, on ne peut pas dire la date du partage, c'est absurde. Vous recevez un acte de partage amiable le 8 février, vous n'avez pas les évaluations de l'immeuble le 8 février. Je veux dire, donc vous retenez une date la plus proche possible. Mais c'est aussi celle à laquelle vous arrêtez les comptes d'indivision. Vous ne pouvez pas dire je retiens le partage, je fixe le partage au 1er janvier 2018, puis un indemnité d'occupation qui a couru en 2019. Non, c'est pas possible. C'est la date à laquelle on arrête les comptes. Bon. Et il y a une petite précision dans le texte qui vous dit que le juge peut retenir une autre date que celle la plus proche possible du partage si l'équité le justifie. Alors, quand on voit ça, on se demande de quoi il s'agit. Alors, on se dit que ça a des origines jurisprudentielles. Et effectivement, on trouve l'explication dans des arrêts qui, au fond, avaient admis que le juge pût fixer la date de la jouissance divise très antérieurement au partage, notamment dans le cas où c'est un indivisaire qui, par des manœuvres, n'avait cessé de faire obstacle au partage. Parce que le partage avait traîné de son fait. Et qu'au fond, il l'avait fait traîner dans le but d'en tirer un certain avantage. En cette manière de le sanctionner que de dire on va évaluer une date antérieure. Alors, dans cette affaire-là, c'était ce texte qui était en cause. Dans cette affaire-là, le juge avait décidé de fixer la date de la jouissance divise au décès. Au décès, et le décès était en 2007. Bon, ce temps s'était écoulé, et le juge va estimer que la date de la jouissance divise sera fixée, je le répète, à la date du décès. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi, au fond, en considérant que la Cour d'appel ayant retenu comme date de la jouissance divise, la date du décès, qu'elle avait jugée la plus conforme à l'égalité du partage. C'est tout ce que dit la Cour de cassation. Mais ce que l'on peut se demander, c'est là, qu'est-ce qui justifiait de le fixer à une date antérieure? Et là, on va pas vous embêter plus longtemps avec ça. Mais en réalité, je crois que la motivation de la Cour d'appel est à peu près incompréhensible. Le mari avait été exhérédé par sa femme. Bon, il avait été exhérédé par sa femme et il avait payé une indemnité d'occupation sur un bien
qui dépendait de l'indivision post-communautaire. Et au motif qu'elle avait payé une indemnité d'occupation sur un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, la Cour d'appel a jugé équitable d'évaluer le bien à la date du décès. Alors comprenne qui pourra. Non, mais je ne veux pas vous gâcher votre journée. Ne cherchez pas la solution. Il n'y a pas de lien. Mais on ne comprend pas. Je veux dire, on avait dit, ben non, justement, s'il y a une indemnité d'occupation, c'est qu'il n'y a pas eu de jouissance divise. Et on ne peut pas séparer la jouissance divise de la date d'évaluation. Alors cet arrêt n'a pas été publié, donc peut-être faut-il l'oublier. Mais son intérêt, en tout cas, c'est de vous rappeler ceci, et ça c'est important pour la pratique, c'est que la date la plus proche possible du partage, c'est la date fixée par la loi, mais naturellement, les parties majeures émettent dans le droit font ce qu'elles veulent, mais en cas de conflit, vous pouvez aussi signaler aux parties, ou dans un partage judiciaire, vous pouvez suggérer de retenir telle date, parce qu'elle est plus conforme à l'égalité du partage. C'est exactement ça, hein. C'est le principe le plus proche, par convention on remonte, et ensuite le juge décidera. Voilà, donc c'est un texte important. Je crois qu'il y a beaucoup de choses peu claires dans les esprits de beaucoup sur les dates d'évaluation, notamment sur la signification de date de la jouissance divise. Hein, mais j'y insiste beaucoup. C'est la date à laquelle on évalue les biens, laquelle doit être la plus proche possible du partage, mais les parties sont libres, et si elles sont en désaccord, le juge, et par conséquent le notaire, dans un partage judiciaire, peut suggérer, dans son état liquidatif, de fixer la date de la jouissance divise à une date antérieure. Donc plus éloigné dans le temps. Mais ayez conscience qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'indivision. Donc plus d'indemnité d'occupation, plus d'indemnité pour gestion des biens indivis. Vous allez avoir un autre droit, vous allez avoir quelqu'un qui aura occupé le bien d'autrui. Bon, ce sera beaucoup plus difficile de régler toute cette période. Bien. Alors, le dernier arrêt, ou les derniers arrêts que nous voulions vous signaler, ce sont des arrêts que nous avons voulu vous signaler parce qu'ils rappellent au fond une jurisprudence qui maintenant est bien acquise et qui est très importante en pratique. Vous savez que la loi de 2006 a profondément modifié la sanction de l'atteinte à la réserve en généralisant la réduction en valeur. Aujourd'hui, la réduction des donation ou legs, quelle que soit la personne de l'héritier, quel que soit le montant de l'excès, la libéralité serait-elle intégralement réductible? La réduction se fait en valeur. Le donataire conserve, le légataire réclame, chacun doit simplement payer à l'héritier réservataire une indemnité de réduction égale à la valeur au partage de la portion réductible ou du bien, si la libéralité est entièrement réductible. Sauf la possibilité, ça ne faut jamais l'oublier, qu'a le gratifié de préférer une réduction en nature, parce qu'il ne veut ou qu'il ne peut pas payer. Alors la loi ne lui impose pas un délai tant qu'il n'est pas sommé. Mais si les héritiers réservataires le somment de prendre parti, il a 3 mois pour le faire, pour dire si il se satisfait de la réduction en valeur ou s'il préfère une réduction en nature. Bon. Alors, de cela, la Cour de cassation a tiré une conséquence, cette réduction en valeur, c'est qu'il n'y avait jamais d'indivision, qu'il n'y avait pas d'indivision entre un légataire universel et des héritiers réservataires. Il n'y a pas d'indivision. Il n'y a pas d'indivision puisque, dit-elle, le légataire est propriétaire de tous les biens. Et de cela, comment dirais-je, on va tirer un certain nombre de conséquences, et la première des conséquences que va tirer la Cour de cassation, c'est que l'action en compte, liquidation, partage est irrecevable. Elle est irrecevable. Quelle est l'action qui appartient au réservataire? C'est l'action en réduction pour atteinte à la réserve. Ça n'est pas qu'une question de mots. Pensez à la prescription. L'action en compte, liquidation, partage est imprescriptible. L'action en réduction, vous connaissez le texte, hein, entre 5 et 10 ans. Au moins 5 ans et au plus 10 ans, à compter du décès. Et le temps passe vite. Bon. Alors, ce qu'a jugé ainsi la Cour de cassation vaut aussi pour l'action en retranchement des avantages matrimoniaux. Le conjoint survivant, attributaire de l'entière communauté en présence de 12 enfants issus d'un précédent mariage, est propriétaire de tous les biens. Il n'y a pas d'indivision. Pas d'action. L'action en retranchement, oui, mais c'est de l'action en réduction, qui va se prescrire par le délai de 5 ans ou 10 ans. Et pas d'action en compte liquidation partage. Bon. Alors, simplement, j'ajouterai 2 ou 3 observations. Première observation, cette jurisprudence est regrettable, mais comme beaucoup d'autres. Elle est regrettable parce que finalement, on met hors jeu toute une procédure
qui est bien utile. Vous savez très bien, dans les règlements successoraux, est-ce que c'est sur le partage proprement dit que l'on bute? Généralement non, parce qu'ils sont assez malins, ou pas idiots, au point d'aller jusqu'au tirage au sort. Toutes les discussions, c'est sur le recensement des biens, sur leur évaluation, l'activité de donation ou non, que vaut tel bien. C'est la liquidation qui pose problème. Or, le fait que la réduction soit en valeur laisse entière la procédure de liquidation, entière. Donc, première critique de l'arrêt. Deuxième critique de l'arrêt, action en réduction, oui, mais peut-être que le gratifié, quand il connaîtra le montant de la réduction, optera pour la réduction en nature. Et peut-être pourrait-il dire, moi vous demandez d'opter, moi je ne peux pas opter tant que je ne sais pas ce que je dois. Donc dites-moi ce que je dois et à ce moment-là j'opterai. Et je pense qu'il pourrait obtenir cela du juge. De dire, on me donne 3 mois, mais en 3 mois je ne peux pas te décider. Vous ne me dites pas ce que je vous dois, dites-moi ce que je vous dois. Vous voyez? Donc on pourrait imaginer une action en compte liquidation, partage, pour le cas où, pour le cas de réduction en nature. Bref, cette jurisprudence est assez fâcheuse, mais souvenez-vous de ça, ça ne concerne plus les avocats. La procédure, l'action en compte liquidation partage est fermée. Deuxième conséquence, mais là on peut s'interroger, est-ce que le légataire universel dans ces conditions-là peut être seller? Alors, compte tenu de la conception que se fait la Cour de cassation du recel, on pourrait dire, écoutez, il n'y a pas d'indivision. Alors là, c'est le comble de l'absurde. Enfin, si le fait, si la réduction en valeur fait disparaître le recel, on n'y comprend plus rien. Je veux dire, bon, c'est une question que l'on peut se poser. Et puis enfin, j'observerai une chose, vous lirez le dernier arrêt du 5, pas le dernier, enfin, pas en date, du 5 décembre 2018, où l'on voit la Cour de cassation casser un arrêt d'appel qui avait condamné un héritier gratifié à payer à ses cohéritiers l'indemnité de réduction. Vous savez pour quel motif? Pour le motif que la réduction obligeait le gratifié à restituer l'excédent à la masse partageable. Là, si la Cour de cassation est consciente de toute sa jurisprudence, elle devrait percevoir comme une contradiction. Si l'indemnité de réduction est due à la masse partageable, c'est qu'il y a une indivision sur l'indemnité de réduction. Et c'est ce que dit l'article 828, qui dit que dans la masse partageable figurent les biens existants et qu'on y ajoute les valeurs sujettes à rapport ou à réduction. Bon, bref, de cet arrêt, retenez au fond ceci, c'est qu'il n'y a plus d'action en compte liquidation partage. Et au fond, le conseil que vous pouvez donner, c'est de dire aux héritiers, faites attention, vous n'avez que l'action en réduction, donc attention aux délais de prescription. Exactement ça. On pourrait croire que ça intéresse plus la procédure, mais sur ces aspects qui sont de prescription, il faut bien les orienter vers la bonne action, et la seule action qui leur profite, c'est l'action en réduction.